Gotta wake up early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Il est 6h30. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être fidèles à ce rendez-vous du matin Kinkeliba. Nous sommes mardi 30 janvier 2024 et il s'agit du deuxième numéro de la semaine. Ce mardi, nous aurons sur le plateau dans quelques instants Hassan Sine pour sa chronique e-administration. Il y aura également Khadi qui va nous parler de littérature avec un invité qui va nous accompagner jusqu'à 8h et bien entendu avec Alun Badara Khan également qui va aussi nous rejoindre tout à l'heure. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Vous pouvez donc nous suivre sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. On imagine parfaitement que le réveil n'a pas du tout été facile aujourd'hui, puisque le Sénégal a perdu hier son match en huitième de finale face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui passe donc en quart de finale à l'issue d'un match très compliqué, aussi bien du côté du Sénégal que du côté de la Côte d'Ivoire. Un match qui, on le rappelle aussi, s'est soldé par une séance de tir au but remportée donc par le pays organisateur. Nous allons revenir sur tout cela en début d'émission, bien entendu avec nos chroniqueurs et on va dire l'équipe au complet. Et oui, on espère que le temps sera clément aujourd'hui pour justement apaiser les cœurs. Alors, le temps que l'équipe me rejoigne sur le plateau, nous allons faire quand même de l'exercice. Ça va nous booster un petit peu avec le coach Tanda Khaniaï qui est justement en salle de gym. Il nous attend pour la capsule gymnastique de ce mardi. Il s'agit bien entendu de la deuxième capsule de cette semaine, le coach Tandara, que nous retrouvons tout de suite. Le temps qu'il nous livre les exercices du matin. Ça laissera justement un petit moment à l'équipe de me rejoindre et de s'installer afin qu'on parle des différents sujets du jour. À tout à l'heure pour la suite. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Alors, nous étions hier là du côté de Rufisque avec Dynamic Sport. Alors, Dynamic Sport, alors je disais hier qu'on était à quelques encablures de la maison de feu Pape Bouba Diop. Alors, aujourd'hui, avec le coach Do, nous allons passer à l'entraînement combiné. Alors, l'entraînement combiné, qui dit entraînement combiné, parle en tout cas de plusieurs facettes. Vous aurez surtout cette musculation, mais également des exercices polyarticulaires. On va y aller. Alors, dans le groupe, évidemment, coach Maï, qui a rejoint, c'est vrai que coach féminin, il y a Daniel qui était là hier, le coach Daniel, mais vous avez aussi le coach Cham. Alors, inutile de vous rappeler que le coach Cham, c'est le fils de Cham Gaindé, alors ce grand supporter des Lions du Sénégal. Alors aujourd'hui, évidemment, en ces heures de Coupe d'Afrique des Nations, nous pensons à lui ce matin, et donc la terre du sang légère, encore une fois. Alors, la combinaison avec cet entraînement combiné, et tout de suite, je donne la parole au coach Do. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà ce mardi pour vous présenter notre capsule du jour. Alors, pour aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on appelle l'entraînement combiné. Alors, l'entraînement combiné consiste à développer dans un même cycle d'entraînement la résistance cardiovasculaire, combinément appelée le cardio, et la force musculaire. Alors, le cardio combiné à la musculation permet d'avoir une vue holistique dans le domaine de l'entraînement qui va vous permettre d'améliorer les qualités athlétiques comme ce qu'on appelle la résistance cardiovasculaire, mais aussi l'endurance musculaire. Alors, on vous donne rendez-vous dans les démonstrations des exercices qu'on va vous proposer, mes collègues et moi, et suivez-nous bien. Alors, mesdames, messieurs, l'entraînement combiné a démarré. Et voyez encore le coach Do en compagnie du coach féminin, évidemment coach Aki, mais il y a le coach Maï plus exactement. Alors, ceci nous rappelle cet entraînement combiné
Eh bien, le 12e Gaïndé, comme vous le voyez ici, le coach Cham, fils du célèbre 12e Gaïndé, il s'agit de Cham Gaïndé qui nous a quittés, paix à son âme. Alors, voyez ici, avec cet entraînement combiné, ici, évidemment, bien des muscles qui sont touchés. Avec toujours cet entraînement combiné, et vous avez, avec le disque, vous avez la barre olympique également, qui pour un peu d'épaule jetée, qui ne dit pas son nom, qui pour le squat, comme vous le voyez ici, mesdames et messieurs. Changement d'atelier, mais quelle efficacité véritablement avec ce changement d'atelier. C'est vrai que avec ces exercices polyarticulaires, évidemment, eh bien, on va toucher plusieurs parties du corps. Allez, en attendant, on va observer justement eh bien, cet arrêt. Alors, cet arrêt, mesdames et messieurs, pour faire quoi? Évidemment, ce sera Mesdames et messieurs, nous revoilà. J'espère que vous avez bien aimé les démonstrations qu'on vous a proposées. Alors, comme vous l'avez vu, ce n'était pas diable du tout. On a juste essayé, dans un même cycle d'entraînement, de stimuler le muscle cardiaque. Autrement dit, on a fait un peu de musculation combinée avec du cardio. Alors, on vous conseille de pratiquer ça ou bien de planifier, de programmer ça dans vos programmes d'entraînement. Ça va vous permettre d'améliorer vos forces athlétiques. Allez, merci beaucoup et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Voilà, merci coach Udo. C'est donc terminé, mesdames et messieurs. Eh bien, je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup, coach Tandara, pour cette capsule gymnastique. On vous retrouve demain pour un autre numéro dans Kinkeliba. Alors, l'équipe de ce mercredi, c'est Alune Khadi, Hassan Sine, de retour de New York, et notre invité du jour qui va d'un moment à l'autre nous rejoindre. Alors, Alune, bonjour. Comment tu t'es réveillée aujourd'hui? On imagine un petit peu. Raconte-nous la grosse déception. Bon, ça va, c'est vrai. Tu avais vu venir, toi? Non, au contraire, je pensais quand même que voilà, on avait les armes pour passer ce cap ivoirien. Oui. Et unanimement, tout le monde sportif est du même avis que moi. Je pense que le Sénégal avait vraiment largement les moyens pour pouvoir passer devant la Côte d'Ivoire et filer directement en quart de finale et s'ouvrir un boulevard jusqu'à la finale. Donc, ce qui fait que forcément, la déception, elle est grande. Parce que quand vous savez que vous aviez la possibilité de passer et que votre adversaire ne vous est pas supérieur, mais que vous lui avez facilité la tâche, là, cela fait mal. Et je pense que tous les Sénégalais ont ce sentiment-là. On a ce sentiment de gâchis parce que quand même, on avait les atouts sur le plan footballistique pour vaincre la Côte d'Ivoire chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce blocage-là au niveau psychologique? On a comme l'impression que psychologiquement, le Sénégal n'était pas préparé. Les enjeux étaient trop lourds sur les épaules de nos joueurs, mais surtout de notre coach, Aliou Cissé, parce que quand même son coaching, le coaching d'hier a été vraiment incompréhensible à un moment donné, parce que vous menez au score très tôt, vous ouvrez le score très tôt. Et ça a été le plus difficile. Hein? Oui. Donc je pense que c'était un peu le schéma rêvé pour tout coach. Oui. Quand vous jouez chez l'adversaire, un adversaire qui est en plein doute, vous avez la chance d'ouvrir très tôt le score. Généralement, vous pouvez après lui porter le coup de grâce dans les minutes qui suivront. Bien sûr. Pour résumer le match en une mi-temps. Je pense que c'est ce que j'avais dit ici. Si on veut s'en sortir devant la Côte d'Ivoire, il nous faut donc résumer ce match-là en une mi-temps. Et pour cela, il ne fallait pas opter pour le bloc bas. Donc le Sénégal a pendant 90 minutes, voire plus, joué en bloc bas devant la Côte d'Ivoire, comme si on n'avait pas les armes pour rivaliser avec le milieu ivoirien. Tu veux faire jouer à Abdou Diallo le rôle de l'autre Pape Gueye. Il peut pas le faire
90 minutes durant, il est collé à sa défense parce que c'est les réflexes du défenseur là qui s'installent. Ouais. Mais écoutez, il ne peut pas remplir ce rôle-là, mais vous le faites remplacer, n'est-ce pas? Vous revenez à un schéma plus classique, bien maîtrisé par vos joueurs, d'autant plus que vous aviez un milieu quand même, des milieux de terrain de très haut niveau. Oui. Un Nampalys Mendy que vous avez sur le banc, vous ne l'utilisez pas. Pathé Ciss qui est sur le banc, vous ne l'utilisez pas. Gana Gueye, de par son expérience, il joue pratiquement, il le fait entrer en fin de match. Oui. Personne n'a compris, c'est le coach lui-même, je pense quelque part, bon, il a fait ce tableau-là, hein, quand il dit qu'on a perdu le fil du match. Mais qui a perdu le fil du match? Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui qui a perdu le fil du match parce que dès la 6e minute, de la 6e minute jusqu'à la fin du match, le Sénégal n'a rien contrôlé. Le Sénégal n'a fait que subir. Il avait, lui, la latitude, en étant sur la main courante, de voir, d'avoir un autre œil, plutôt, de savoir que là, des changements s'imposent. Oui, bien sûr. Et comme par la grâce de Dieu, on a pu contenir les Ivoiriens, on a tenu le choc jusqu'à 5 minutes de la fin du match. Donc il fallait gérer, il fallait densifier les milieux de terrain. C'est à ce moment-là qu'il fallait peut-être jouer, faire entrer un joueur comme Pathé Ciss, un vrai milieu défensif qui allait donc lutter avec les milieux ivoiriens, enrayer certainement leurs dernières actions offensives et permettre au Sénégal de sauver l'essentiel et de s'assurer de la victoire. Mais ça n'a pas été fait. C'est comme qui dirait, on était là quoi, à attendre la Côte d'Ivoire. Comme si c'est le Sénégal qui est en position d'outsider, alors qu'au moins, pour l'image de notre football, on était les champions en titre. Bien sûr. Tu es champion en titre, tu joues, quel que soit l'adversaire, tu mènes au score. Mais il ne faut pas donner cette attitude d'un peureux. C'est comme qui dit, on jouait avec la peur au ventre. On a laissé la Côte d'Ivoire prendre confiance au fil du match. Prendre confiance, dérouler, comme si on était vraiment les élèves, nous, des Ivoiriens, alors qu'on avait le potentiel pour mieux rivaliser avec eux. Alors, le problème maintenant qui se pose, et ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est qu'à chaque fois que les plans du coach sont faussés dès le départ, on ne fait que subir, et c'est jusqu'à la fin du match. Il n'y a jamais après de coaching en cours de jeu. C'est là où on attend vraiment les très grands coachs. Oui. Lors du mondial passé contre l'Angleterre, on a perdu le fil dès le début jusqu'à la fin. On n'a pas su revenir. Oui. En 2017, encore, je le rappelle toujours, même si ça peut faire mal à certains puristes, contre le Cameroun nous impose son style, son système de jeu. On l'a suivi dans ce système jusqu'à la fin du match. L'Algérie, à chaque fois qu'elle nous a battus, elle nous impose un système de jeu, elle nous impose son style, on le subit jusqu'à la fin du match. En 2019, oui. Là également, même chose. Si vous avez remarqué, le Sénégal, si le système marche dès le début, ça va, alhamdoulilah, on pourrait s'en sortir. Mais si les plans de jeu du Sénégal sont faussés dès le début, on subira jusqu'à la fin du match. Je pense que ça, quand même, il faudrait y remédier. Surtout que vous avez la chance d'avoir un potentiel fou. Parce que quand vous faites un peu le bilan comptable de ces dernières CAN sous Aliou Cissé, c'est vrai, il a beaucoup de mérite. Bien sûr. Il a énormément de mérite. On a gagné une CAN avec lui. Il a su cimenter un groupe. Il a su bâtir un groupe. Bien sûr. Mais la vie également, dans la vie, personne n'est indispensable. Nul n'est éternel également. Je pense qu'une maison, pour la construire, on a besoin de plusieurs corps de métier. On n'a pas besoin que d'un maçon. À un moment donné, on aura besoin d'un carreleur, on aura besoin, après, je sais pas, d'un finisseur. C'est comme ça que les maçons l'appellent dans leur jargon. Mais peut-être que l'équipe arrive à un stade où il nous faut franchir un cap. Oui. Et peut-être pour franchir ce cap-là, il nous faudra avoir le courage aussi, peut-être, de choisir. Voilà, je ne sais pas moi, un autre style, de confier peut-être l'équipe à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Parce qu'à un moment donné aussi, quand vous atteignez vos limites objectives, il faut que l'on puisse envisager la possibilité de transmettre le témoin à quelqu'un d'autre. Oui. Pour que l'équipe puisse continuer à grandir. Parce que ce qui s'est passé hier à Yamoussoukro, c'est un véritable gâchis. C'est vrai, le sport est fait de défaites, de victoires et peut-être de matchs nuls pour le cas du foot. Mais pour le match d'hier, il n'y avait pas possibilité de match nul. C'était un match couperé. Vous gagnez, vous passez, ou bien vous perdez, vous rentrez à la maison. C'est ça. Mais dans le coaching, on n'a pas senti cela. On n'a pas du tout senti cela. Par contre, on sent une grosse déception dans ce que tu es en train de dire. Et ça se comprend parfaitement, bien sûr. C'est tout à fait légitime. Je vous assure à vous tous
Dieu m'est témoin. En fait, je sais pas moi, un croyant n'a même pas le droit de jurer. Mais wallahi, Dieu m'est témoin. Je le dis avec beaucoup de dépassement, beaucoup de sérénité. Mais quand vous interrogez le coaching du coach d'hier, il y a eu beaucoup de lacunes. Et je ne veux pas donner l'impression de tirer parce que c'est un soir de défaite. On a vu... Mais le Sénégal n'a pas le droit, de par son standing actuel, le Sénégal n'a plus le droit de perdre de la manière. Moi, la défaite, en tant que sportif, pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Bien sûr. Mais quand on doit perdre, surtout devant un autre grand d'Afrique, au moins qu'on perde avec les honneurs, dans les honneurs, quoi. Qu'on quitte le match et que l'on puisse se dire on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Oui. Malheureusement, on a perdu. C'est ça. Prends le match de la Mauritanie, hier, avec une équipe, un groupe limité. Le Cap-Vert est le favori. Mais les Mauritaniens n'ont pas à rougir de leur défaite. Ils ont joué avec leurs armes. Vous avez senti qu'il y avait un bloc d'équipe. Vous avez senti qu'il y avait un bon projet de jeu, un projet de jeu cohérent. Ça dit, ceux-là, ils peuvent rentrer tranquillement sans aucun souci. Mais le drame pour nous, c'est que vous perdez alors que vous saviez que vous avez vraiment la possibilité de pouvoir passer ce cap-là et que cette équipe-là ne vous est pas supérieure, mais vous n'avez pas utilisé tous vos atouts. Oui, mais c'est ça. Mais après, la Côte d'Ivoire voilà, aussi, Hassan, s'est montrée très dynamique, très coriace aussi. On a vu qu'elle en voulait, ça se comprenait, comme on dit. C'était une bête blessée et qui est revenue en force justement pour remporter ce match. Même si... c'est assez juste, mais je trouve aussi que, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, hein, c'est vraiment le Sénégal qui a redonné confiance à la Côte d'Ivoire. Vous avez la chance de marquer un but dès le début. Oui. Et, un but qui a déstabilisé l'adversaire. Voilà, et au lieu de continuer un peu la pression, parce qu'on n'était qu'au début du match, on ne peut pas continuer à subir pendant 90 minutes, c'est impossible. Sans commettre d'erreur. On en a commis deux. L'une des erreurs a été vraiment payée cash avec le penalty. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va dire, bon, je pense qu'Alioune Badara a tout dit, hein, la déception, c'est le sentiment le mieux partagé. Et ce qui fait le plus mal aussi, c'est que quand on regarde que le match d'hier, le résultat n'est pas injuste. Le résultat est logique. Oui. C'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire a dominé le match du début à la fin. Oui. En matière de possession, en matière de physique et d'impact, notre milieu a été quasiment inexistant. Alors que jusque-là, notre milieu, c'était notre maillon fort. Nos deux jeunes qui sont très courageux, très dynamiques, ont été quasiment noyés hier avec Fofana qui faisait tout ce qu'il voulait. Plus expérimenté. Voilà, plus expérimenté. Donc, on comprend le problème de coaching évoqué par Alioune Badara. On a l'impression qu'on n'a pas besoin d'être tacticien vraiment avec un diplôme ou quelque chose comme ça, du vécu, pour dire que avec un autre dispositif, on s'en sortirait vraiment beaucoup mieux. Oui, parce que ce qu'on a montré, c'est vrai, Aliou Cissé le disait depuis dans sa conférence de presse d'avant-match, c'est de l'histoire. Les 3 matchs de poule qu'on a gagnés brillamment, c'était de l'histoire, mais quand même, c'était un socle sur lequel on devait partir quand même pour gagner encore moralement sur les Ivoiriens et donc leur montrer qu'on est supérieur à eux parce que c'est ce qu'ils pensaient. Mais quand on a marqué le but et qu'on les a laissés faire, là ils ont gagné en confiance et ils ont continué à faire comme s'ils jouaient avec une équipe qui était vraiment de niveau inférieur. Et c'est ça qui nous a fait perdre notre match. Et vraiment le drame, c'est que personne n'a compris, c'est pourquoi on a laissé ça. 90 minutes durant. Remarqué depuis la 5e minute. Et on a laissé ça pendant 120 minutes, donc presque sans changement logique ou cohérent qui montre qu'on voulait vraiment passer à autre chose. Il y en a même qui disent qu'on nous a vendu un 3-4-3, on s'est retrouvé avec un 5-2-3 qu'on n'a jamais vu nulle part. Et c'est vraiment ça qui nous a fait perdre le match. Mais bon. Après, c'est la loi du sport, c'est la loi du football. C'était écrit que le Sénégal devait sortir en 8e de finale. Et c'est ce qui est arrivé. Malgré tout, on a une très belle équipe.
Et je pense que l'Afrique comptera toujours avec le Sénégal parce que le Sénégal a des talents et de jeunes talents. Donc, l'avenir, c'est pour nous. C'est ça. On a vu, parlant de jeunes talents, justement, on a vu le petit, le Benjamin Lamine Camara complètement effondré hier à la fin du match. Ça se comprend, c'est sans doute sa première expérience. Il n'a pas vraiment l'habitude de ça. Et on a vu aussi qu'il a été vraiment couvé et soutenu par les grands. On comprend, la défaite fait extrêmement mal, mais nous restons fiers quand même de notre équipe qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Et il y a 2 ans, nous avons tous jubilé. Et c'était très, 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 très fort comme émotion ce qu'on avait ressenti. Donc, il ne faut pas non plus oublier ça. Bon courage aux jeunes Lamine Camara. Le meilleur reste à venir. Et comme tu l'as dit, on a une équipe jeune et ça va se renforcer aussi au fil des années pour justement préparer d'autres compétitions. Alors, Hadi, quelle lecture fais-tu du match d'hier? Bon, je suis choquée. Ah oui? Oui. Le choc. Oui, le choc. Alors, je n'ai pas compris en fait l'entraîneur, Aliou Cissé. Oui. Parce que premièrement, dès le début du match, ils ont marqué un but à la 3e minute. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'était faire un break. C'est-à-dire, ils devaient marquer un 2e but. Et pour sécuriser. Voilà, pour sécuriser et déstabiliser l'équipe ivoirienne. Voilà. Deuxièmement, ils ont perdu une bataille du milieu de terrain. Parce que l'entraîneur ivoirien a fait rentrer 4 attaquants. Donc, ce que l'entraîneur El Tactico devait faire, selon moi, il devrait rentrer aussi 4 milieux de terrain. Voilà, donc il devait rentrer 4 milieux de terrain pour pouvoir donc bétonner tout cela. Quand tu en rigoles, toi. Non, mais c'est parce que c'est une évidence. On sait que Khadi, quand même, le football n'est pas sa passion première. N'est pas sa passion première, mais c'est une évidence, quoi. Il y a une évidence. Oui, il y a des choses très... On était inexistant au milieu. Voilà, on était inexistant. Logiquement, c'est là qu'il fallait... À la 85e minute, on a pris un but. C'était flagrant. Ça, par exemple, ça, ce n'est pas normal. C'était... On devait bétonner pour que l'équipe et faire rentrer peut-être Cheikhou Kouyaté, parce que c'est un homme d'expérience, un joueur d'expérience. Il avait l'embarras du choix. Il y en a également. Non, pas Abdoulaye Seck, mais peut-être je me dis que, c'est ce que je dis. En fait, on a ce sentiment de gâchis parce qu'il y avait de l'embarras pour le coach sur le banc. Il avait de l'embarras. Parce que tu as tellement de profils, des militaires de haut niveau, mais rompu la tâche, expérimenté, très expérimenté. Tu as Cheikhou Kouyaté, des fois, qui sait se transformer en gladiateur. Tu as Gana Gueye, qui jusque-là, quand même, je trouve bien, bizarrement, Gana Gueye vient de faire l'une de ses meilleures Coupes d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et pourtant, il n'a fait que jouer, il a juste joué des bouts de match. Mais il a été l'un des meilleurs Sénégalais de cette CAN. Parce qu'il a assumé son rôle de leader. Tu as Pathé Ciss, un jeune, dans la fleur de l'âge, qui peut batailler avec les Ivoiriens. Mais tu te prives de tout cela. Je n'ai pas compris, en fait. Tu te prives de tout cela, tu suis les Ivoiriens dans le rythme. En fait, c'est pourquoi je dis qu'il y a ce sentiment de gâchis. Bien sûr. Ça, on n'a pas utilisé toutes nos armes pour rivaliser avec les Ivoiriens. C'est pourquoi ça fait extrêmement mal. Et ce n'est pas une première. C'est pas une première. À chaque fois, on dira non, vous êtes un peu ingrat sur les bords. Non, je suis désolé. Il n'y a pas ces histoires de chauvinisme, de nationalisme, d'ingratitude. Il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste et être froid. C'est ça le sport de haut niveau. C'est ça le sport de haut niveau. Vous pouvez gagner une Coupe du Monde et vous faire remercier les semaines qui suivront. Pourquoi? Parce qu'on tient compte un peu du matériel que vous avez. Le Sénégal, aujourd'hui, n'importe quel entraîneur rêverait d'avoir le Sénégal. Bien sûr, c'est une belle équipe. Voilà une équipe qui peut présenter deux groupes disons, compétitifs. Mais pourquoi hier, on n'a pas été ambitieux dans le jeu? Pourquoi hier, quand vous sentez que Abdou Diallo, il n'est pas à l'aise dans son rôle? C'est pourquoi ceux-là qui disaient que Pape Gueye, son absence n'aurait pas d'incident, je leur ai dit, vous n'avez rien compris. Là, on perd notre meilleur élément depuis le début de cette CAN. Bien sûr. Vous ne pouvez pas remplacer Pape Gueye par Abdou Diallo. Vous avez essayé.
ça ne marche pas. Mais on a la grâce de rejoindre les vestiaires sans encaisser de but. Ah, mais là, c'est une baraka. Profites-en, change de système. C'est ça. C'est ce que tout le monde attendait pratiquement. Change de système. Oui. Mais vous ne le faites pas. Et puis, autre chose également, je n'aimerais pas tirer sur ce jour-là, mais Ismaïla Sarr aussi, le gosse, il faut qu'il soit beaucoup plus résistant sur le terrain. Parce que l'action de but, mais tout est parti de son aile. Un relâchement coupable de sa part. Quand l'Ivoirien a contre-attaqué, alors que lui, il était là, impuissant, il n'a tenté aucun geste pour enrayer cette action, je me suis dit, mais lui, là, il ne comprend pas que ça peut déboucher sur un but, et fatalement, malheureusement, ça a débouché sur le penalty. C'est vrai, parfois, on n'est pas allé au bout de l'action. J'en vais au Wolof là, il faut qu'il y ait un njort dans le football. Bien quoi. sûr. Le fameux njort, dans les marchés de quartier, que les grands nous disaient. Boy, mais il faut être soupçonneux, des fois, pensant qu'il faut savoir, il faut se dire des fois, ça peut déboucher sur un but contre mon camp et autres. Mais ça, hier, son relâchement était coupable. Bien sûr. Donc vraiment, il y a beaucoup à dire. Mais cette génération nous a valu tellement de satisfaction. Ce qui fait que hier, c'est pourquoi je n'ai pas versé une larme. Voilà, il faut rester sur le positif. J'ai pensé à ces moments de bonheur, à tous ces trophées gagnés. Et je me suis dit, alhamdoulilah, au moins, j'ai de quoi équiper mon musée. Ça, oui. Même si j'aurais pu avoir plus encore. Exactement. Merci aussi à Edouard Mendy qui nous a sauvés aussi. On peut le dire comme ça. Parce que comment les Ivoiriens étaient partis, si Mendy n'était pas peut-être dans les camps, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est clair. Oui, mais bon, après, ça continue, ça reste un jeu. La défaite est amertume, ça fait mal, c'est vrai. Mais après, la vie continue. Et puis, on le rappelle aussi, l'équipe du Sénégal nous a valu des satisfactions. On a une belle brochette qui va sans doute se renforcer. Alors, il est 7h02. Nous allons maintenant clore ce chapitre sur la CAN. Clin d'œil aussi à nos équipes qui sont toujours à Yamoussoukro et qui, on le rappelle aussi, nous ont permis de vivre toutes ces émotions depuis le début de la CAN. Hier, ça n'a pas du tout été facile. Le match s'est terminé très tard. On imagine que ça a été un petit peu compliqué du point de vue de la couverture. Ces équipes sont rentrées un petit peu tard quand même. C'est pour cela qu'on n'a pas eu aujourd'hui la capsule CAN. Et ça se comprend. Reposez-vous bien, vous le méritez. Alors, on passe tout de suite à la chronique littérature avec Hadi et c'est juste après ceci. Alors Hadi, tu nous parles d'un livre intitulé « Le droit au soutien de l'investissement dans le sport », justement. Voilà, et c'est de Abdoulaye Sakho. Voilà, alors il est spécialiste du droit du sport. C'est un livre de 142 pages paru aux éditions Harmattan Sénégal qui comprend 4 chapitres. Alors je vous propose tout de suite de regarder le premier extrait. Ce livre, je l'ai écrit. Je crois que c'était fait dans un délai relativement court, mais ça a été inspiré par quelque chose qui a été fait il n'y a pas très longtemps par l'APIX, monsieur le DGA, Lamine Ba. L'APIX a organisé une grosse cérémonie ici, un forum, sur comment investir au Sénégal. Et j'étais dans un des panels, et ils ont eu la merveilleuse idée de faire un panel sur le sport, investir dans le sport au Sénégal. Ça me faisait d'autant plus plaisir que depuis un siècle, je parle de ces questions-là. Et eux, de manière solennelle, ils ont dit on va organiser quelque chose. J'étais dans ce panel avec Ibrahima, avec Gallo, avec plein de gens. Et on a fait une très belle prestation ce jour-là. Et je me suis dit, mais ce que je dis depuis quelques années, pourquoi je ne vais pas le coucher une bonne fois pour toutes pour le mettre à la disposition de tout le monde, au lieu que ça reste dans les amphis. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce bouquin. Ce sont des idées qui sont dans ma tête, mais vraiment depuis très longtemps. Des idées que j'ai enseignées, des idées pour lesquelles j'ai écrit quelques petits articles, mais ce n'était pas encore bien rassemblé. Et ça a justifié le fait que ça doit faire un livre, et ça me donne l'occasion de les coucher. Non seulement pour une meilleure dissémination de toutes ces idées-là, mais surtout pour donner une contribution à la mise en place d'un code du sport. À travers son livre « Le droit au soutien de l'investissement dans le sport », lève un autre coin du voile et nous indique les chemins à arpenter pour faire du sport une industrie au sens nouveau du terme, une véritable filière intégrée dans une logique de chaîne de valeur, un secteur économique à part entière, comme l'a souligné le docteur Abdoulaye Baldé dans sa préface bien à propos. Merci, mon cher Abdoulaye.
d'avoir positionné le sport au milieu du débat lors du dernier forum Invest in Sénégal organisé à Diamniadio les 6, 7 et 8 juillet dernier. Connaissant un peu les positions de profs qui l'ont amené à se spécialiser en droit économique, j'ai envie de dire que ce livre est effectivement dans la lignée des productions antérieures, de ces productions antérieures, sur les relations entre le droit et l'économie. Plus précisément, il nous montre que le droit est une technique au service de l'économie et qu'en mettant en place les éléments d'un cadre normatif adéquat pour ce secteur, on en a beaucoup parlé, le sport sénégalais peut décoller et devenir ce levier de développement économique que nous souhaitons tous tant. Le sport, c'est l'amour d'abord. C'est l'amour de son prochain. C'est s'aimer. On ne peut pas réaliser des choses sans amour. Et j'ai envie de dire que quelque part où il n'y a pas d'amour, Dieu ne vient pas là-bas. Donc ça, c'est le discours que je tiens à tous les joueurs. Nous sommes tous ici pour un peuple. Voilà. Mais ce peuple-là a des attentes. L'équipe nationale, le maillot est lourd. On le sait. Parce que tout simplement, quand vous portez ce maillot-là, il faut être à la hauteur de ce maillot-là. Il faut savoir qu'il y a des millions de Sénégalais ici au Sénégal et ailleurs qui ne vivent, qui ne respirent en réalité qu'à travers cette équipe. Et comme on l'a vu, Hadi, c'est un livre très intéressant quand même, oui, qui parle de l'investissement dans le sport. Tout à fait, Anouchka, parce que le sport peut booster en fait l'économie, comme le pétrole d'ailleurs. Et bon, par exemple, la CAN, si on gagne par exemple la coupe, ça peut avoir des retombées, ou bien si on gagne également la Coupe du Monde, bon, ce sont des milliards de dollars voilà, qui rentrent dans l'économie. Alors, véritablement, c'est une aubaine pour tout un pays. Alors, Mohamed Ndao Tyson était de la partie, alors je vous propose de le suivre. Oui. Business, les gens ne comprenaient pas ce que je disais, en fait. Parce que je ne vois pas, en fait, au Sénégal. Parce que quand nous, on venait, c'était des champions comme Moustapha Gueye, qui étaient avec des cachets de 3 millions, 3 millions 500. Mais on est arrivé quand même dans un sport en Afrique, dans un combat de 200 millions de francs. Aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe avec toute cette jeunesse saine, cette jeunesse quand même qui prend des pirogues pour aller en Europe ou ailleurs, à Nicaragua, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, c'est inquiétant. Et qu'il y a une énergie qui est là. Si on ne peut pas l'arrêter, il faut savoir la canaliser. Et je pense que, professeur, à travers cet ouvrage, on a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, en fait, on était là pour vraiment magnifier votre générosité. Je pense que cette jeunesse ne demande qu'à être accompagnée, encadrée, pour que si on parle de développement, c'est bien d'avoir des milliards, c'est bien d'avoir des routes, mais former des hommes. Et le sport forme des champions. Alors, Hadi, on va s'arrêter un petit peu quand même sur ces retombées économiques d'une compétition sportive. Effectivement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de retombées. Il y a des centaines de milliards de dollars pour la Coupe du Monde. Alors, voilà. Je laisse pour la Coupe d'Afrique aussi. Peut-être développer là-dessus. Ou bien... Oui, et je pense aussi que même organiser une compétition, que ce soit Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique aussi, peut être porteur de... Mais bien sûr, le sport, comme l'a dit Mohamed Ndao Tyson, aujourd'hui c'est un véritable business. Hein. Imaginons en cas de victoire, s'il y avait par exemple hier une victoire du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui il y aurait beaucoup plus d'activités économiques. En tout cas, beaucoup de Sénégalais seraient heureux parce que, par exemple, hier, en suivant le match, j'ai vu que ma petite fille, là, son maillot commençait quand même à dater un peu. Je me suis promis, intérieurement, en cas de victoire, de retour à la maison aujourd'hui, de lui acheter un nouveau maillot, n'est-ce pas? Et j'imagine qu'ils étaient des millions, les pères de famille, ou en tout cas Sénégalais, qui étaient un peu dans la même situation que moi. Sans oublier les revendeurs qui ont passé. Envisagé d'acheter peut-être des gadgets aux couleurs du Sénégal, des maillots.
Les annonceurs également se frotteraient les mains. Hein. On peut prendre notre maison, la RTS, qui a consenti quand même un énorme investissement pour les droits donc, de retransmission de cette CAN. C'est vrai que les bénéfices ne pourraient pas couvrir les dépenses engagées, mais au moins ça aurait pu soulager un peu, tant soit peu la maison, et tant d'autres également, d'autres secteurs également d'activité tireraient profit un peu d'une victoire des Lions. Ça veut dire tout simplement qu'au-delà d'une simple activité footballistique ou bien sportive, il y a d'autres retombées derrière qui sont loin d'être indéniables, qui sont vraiment réelles. Ça. Et donc quand je vois quelqu'un qui peut-être, qui est au Sénégal et qui certainement peut-être se félicite un peu de l'élimination du Sénégal, je me dis celui-là, il n'a rien compris. C'est comme qui dirait mort de la main qui vous nourrit. Parce que quand le Sénégal gagne, tout le monde est festif. Quand le Sénégal gagne, tout le monde est joyeux. On dépense sans compter. Donc tout le monde en profite, que l'on soit sénégalais ou pas. Donc je pense que le sport... Les gens qui disent ça, je pense pas que ce soit sincère. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Mais donc, non, parce qu'on ne peut pas être content que les gens ne le soient pas. Oui, mais si les gens ne sont pas contents, ils ne vont pas dépenser. Et si les gens ne dépensent pas, par exemple, je veux bien du café, mais si vraiment j'ai une gueule de bois, je ne vais pas en prendre. Mais je préfère rester dans mon lit là et tout cela. Là, c'est clair qu'on va plus acheter de maillot. De maillot. Et donc, puis le maillot, il est clair que les retombées sont énormes. 45 000 francs. Oui. Mais les gens achèteraient sans hésiter. C'est ça la magie de la victoire. Seule la victoire est belle. Oui. Et puis également, pour parler un peu du financement du sport, je pense que maintenant... Il est clair que c'est devenu une nécessité. Parce que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. L'État, quand même, a tellement de défis à relever. Et que ce serait bien qu'on puisse véritablement également investir ce créneau. Par exemple, certaines bonnes volontés, certains qui ont peut-être les moyens. Il y a même aujourd'hui des fonds d'investissement. Pourquoi ces fonds d'investissement-là rachètent des clubs à coût de milliards? C'est parce qu'il y a un retour sur investissement certain, réel. Quoi. Oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup à dire sur vraiment ce livre-là, très intéressant. Ouais. Alors Hadi, on passe maintenant au mot du jour. Au mot du jour, voilà, affublé. Affublé, A-2-F-U-B-L-E, accent grave, E, donc qui signifie accoutré. Par exemple, elle est affublée d'un drôle de vêtement. Voilà, donc c'est accoutré. D'accord. D'un drôle de vêtement. Alors l'autre mot, c'est dédale. D, E accent grave, D-A-L-E. C'est un nom masculin, ce qui signifie ensemble compliqué de rues, bien de couloirs. En un mot, c'est un labyrinthe. Oui. Donc un dédale, c'est un labyrinthe. Les rues du village forment un vrai dédale. C'est ça. Les villages Lébou. Alors, avant de passer aux nouvelles parutions, on va justement laisser un petit moment à notre invité du jour de Je vous en prie, monsieur Sen. Il vient justement de nous rejoindre sur le plateau de Kenkeliba. Bienvenue, monsieur Sarr. Et dans un petit moment, Alioune Badara Kane va nous présenter son profil. On va laisser le temps de souffler un petit peu. Et Hadi, tu nous parles justement des parutions du jour. Et on a deux, c'est ça. C'est un ouvrage qui s'intitule « Les réformes du football au Sénégal » et c'est de maître Moustapha Camara. Préface de Sadir Traoré, avant-propos de Manick Ndiaye. Et c'est paru aux éditions Harmattan Sénégal. Et c'est toujours du foot, hein? Voilà, c'est toujours du foot. La littérature à la page. Voilà. Alors, un autre ouvrage également qui s'intitule « Sur les traces de Mamadou Dia, les enjeux de la Fondation Mamadou Dia pour l'économie humaine » sous la direction de son Excellence Moustapha Niasse, Roland Collin, et de Pape Sen, qui est paru aux éditions Harmattan Sénégal, à lire absolument. C'est ça. Après le foot, on va se tourner vers la politique, n'est-ce pas, Hassan? C'est le contexte aussi. Politique? Bah oui. Ah, ok, d'accord. C'est vrai. Non, mais bah oui, avec la campagne qui va bientôt démarrer, on va vite oublier cette défaite et passer à la politique. Non, mais c'est clair. On adore la politique aussi. Non, maintenant, on pourra toujours se consoler en se disant qu'on a gagné, enfin. Ouais. On a gagné la CAN, et pas que la CAN. Oui. Voilà, on a pu garnir notre armoire à trophées. Oui, quoi. oui. Moi, c'est ce qui m'a consolé hier. Hein. Oui. Voilà, c'est ce qui m'a consolé hier. Quoi. Bon, je me suis dit, avec même un petit sourire qui a surpris même d'ailleurs
Hein, mon environnement, hein, alors je l'ai dit, c'est pas grave, hein, c'est le sport. C'est ça, C'est vrai qu'il y aura beaucoup de regrets, mais au moins, il y aura d'autres. Voilà, le Sénégal fait partie maintenant des nations qui gagnent, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Hadi, pour cette chronique littérature. À l'une, qui recevons-nous aujourd'hui? Alors, nous recevons aujourd'hui donc un maraîcher, on va le dire ainsi. Hein, il n'est pas un maraîcher du dimanche, hein, donc ne vous fiez pas à son accoutrement. Voilà, c'est un véritable maraîcher, un véritable agriculteur, mais des temps modernes, qui nous vient donc de Kaolack, hein, donc Monsieur Sen, Moustapha Sen, spécialisé dans la production horticole, formateur et conseiller agricole, et surtout initiateur donc de cette organisation qui est donc la FECOMAS, qui est la Fédération des coopératives maraîchers du Sénégal. Et là, pour nous parler donc du salon des maraîchers du Sénégal. Hein. Je pense que c'est une initiative bien noble, hein, quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce créneau, mais qui demandent juste à être encadrés pour que leur activité puisse leur rapporter quelque chose. Je rappelle quand même la particularité de notre invité pour ce qui concerne son profil. À la base, il est géographe et historien de formation. Oui. Donc, il est licencié en géographie et en histoire. Et aujourd'hui, pourtant, il gagne sa vie dans l'agriculture. Alors, comment expliquer une telle transition hein, qui n'est pas du tout évidente? Monsieur Sen. Avant tout, d'abord, je salue tous les téléspectateurs de la RTS, mais également les maraîchers qui nous suivent, en tout cas d'horizons différents. Et tout en sachant que pour rebondir un peu sur la question, il n'est pas toujours évident d'être à l'université et subitement en un jour pour virer. Mais on nous avait et quel virage, hein? Oui, quel virage. De plus de 190 degrés, là. Absolument, absolument. Parce qu'à l'époque, le père, surtout, il nous disait que études et activités. Alors, donc, on s'intéressait également aux activités agricoles. Et tout en sachant que quand on n'est pas à l'école, on est dans les champs. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on faisait. Et de plus en plus, après le BFM, après le bac et tout ça, l'émotion et la passion donc continuent en tout cas à gagner en tout cas un terrain sur moi. Et d'après avoir donc fouillé certaines œuvres et l'histoire de certains pays, cela m'a converti en tout cas, pourquoi pas donc de se basculer vers le secteur agricole. Et là, je me suis médité pour voir comment je puisse donc participer au développement de ces pays, parce que tout simplement, je sais que la base, en tout cas de tout développement, je pense que l'agriculture joue un rôle très prépondérant donc, dans ce domaine-là. Et je me suis dit que pourquoi pas donc me convertir pour être un agronome. Et durant tout ce cursus-là, de 2005 jusqu'à 2017, je faisais cette pratique. Qu'est-ce qui restait maintenant de faire la théorie? Et là, donc, c'est par la suite que j'ai dit que d'après l'expérience que j'ai pu gagner, il va falloir que donc, je puisse servir ma nation. Bien sûr. Oui. Ils ont été commencés, premier pas dans l'agriculture. Contrairement à votre père, ce qui certes vous a un peu initié, vous êtes vraiment dans la modernisation un peu de vos activités agricoles, de vos pratiques agricoles. Alors ça s'est passé comment, ces premiers pas? Est-ce qu'ils ont été évidents? Pas du tout, difficiles. Ça s'est passé comment? C'était tellement difficile. À un moment donné, vous n'étiez pas un peu gagné par le découragement? Vous n'êtes pas dit, bon, je préfère trouver un poste de professeur ou bien d'enseignant quelque part plutôt que... Bien sûr, parce que j'étais en contact avec des Espagnols, mais également des Hollandais qui m'ont formé encore. Et maintenant, au retour à la maison, il a fallu donc venir regagner la maison familiale. C'est là que tous les problèmes ont démarré. Et la mère ne pouvait pas comprendre comment se fait-il que j'étudie jusqu'à la licence, il ne reste qu'à faire le master, ainsi de suite, pour suivre les études universitaires, et que je rompe pour dire que maintenant je vais faire l'agriculture. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que je ne peux pas comprendre que votre père est agriculteur jusque-là. Il ne parvient même pas à construire en tout cas des R+1, R+2. Et toi, vous dites que donc, vous pouvez vous en sortir. Il m'a dit que soit vous retournez à l'université, soit vraiment, je n'ai rien à foutre avec toi, donc mets-toi à côté. Je te déshérite. Exactement, c'était ça. Et il a fallu même faire une réunion familiale pour que les gens donc, puissent au moins accoquiner leurs forces pour me dire que voilà, tu dois donc forcément retourner à l'université. Mais comme d'abord, c'est la conviction, c'est la passion, et j'ai un objectif visé, je me suis dit que bon, il va falloir que je fasse face avec tous ces obstacles-là. Et lorsque je me suis parvenu, ils m'ont délaissé, ils m'ont... Voilà, donc ces problèmes-là, de gauche à droite, les amis même, donc m'ont abandonné. J'étais seul.
Mais dans l'aventure, je sais là où je dois aller. C'était l'essentiel. Et lorsque, au fil des années, une année après, il a vu que je commence à construire, je commence à recevoir, n'est-ce pas, des stagiaires qui viennent de Mauritanie, Cameroun, etc., des Sénégalais qui viennent donc des universités agricoles différentes, que je commence à les former et qu'ils commencent à me côtoyer. C'est là qu'il s'est posé la grande question, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Moustapha? Et même mon entourage s'est dit que maintenant, comment il parvient donc à réaliser tout ça? Et c'est l'objet même qui a fait que je prends ces stagiaires en charge, je leur nourris, n'est-ce pas, pour une formation de 1 an, par exemple, une formation de 1 mois, je veux dire, 2 mois, pour au moins faire quelque chose sur eux. Voilà, je pense que voilà un bel exemple à déculper de persévérance qui permet de casser cette mauvaise perception que l'on a de l'agriculture, pensant que c'est vraiment pour peut-être les jeunes ayant échoué dans les études classiques. Vous démontrez vraiment le contraire, qu'il est bel et bien possible de faire des études poussées, et puis de retourner dans l'agriculture, mais avec des pratiques beaucoup plus modernes et d'y gagner dignement son pain quotidien. Alors, à la suite de tout cela, donc, avec le succès au bout du compte, vous avez décidé de mettre sur pied donc, cette grande structure qu'est la FECOMAS. La FECOMAS, quelle plus-value apporte-t-elle à ses membres? Bon, avant de rebondir sur la question, il convient de comprendre d'abord le contexte historique. Oui. Parce que déjà le 5 février 2021, on a assisté à un phénomène très récurrent qui était la mévente. J'espère que vous vous souvenez un peu la pomme de terre, l'oignon, voilà, qui pourrissait de part et d'autre. Je me suis posé la grande question, mais en fait, comment se fait-il que des intellectuels, des cadres, des experts qui sont dans ce pays et qui ne parviennent pas toujours à trouver en tout cas des solutions jugulatrices par rapport à ce phénomène. Maintenant, j'ai resté dans mon coin, j'ai écrit un article sur Facebook. Voilà, il y a beaucoup de commentaires, donc j'ai dit que on va mettre en place quelque chose. Et là que beaucoup d'ingénieurs, techniciens, experts, voilà, donc du domaine spécialiste, m'ont rejoint pour dire qu'ensemble, j'espère qu'on peut faire en tout cas quelque chose de spécial. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer d'abord une organisation. Parce que j'ai constaté qu'il y a une désorganisation du secteur agricole. Il a fallu donc organiser ce secteur agricole autour d'une même sphère qui est la FECOMAS. Ok. Mais pourquoi une organisation de plus? Pourquoi je m'exprime ainsi? C'est parce que bon, vous n'êtes pas le premier président d'une structure regroupant des agriculteurs que l'on reçoit sur Kénkéliba. Je sais qu'ils sont nombreux, il y a beaucoup d'organisations d'agriculteurs et tout cela. Donc, en principe, la FECOMAS devrait apporter un plus en termes de positionnement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement à vos membres? Il y a d'abord ce qu'on appelle la formation qui est gratuite, ça c'est un premier. Il y a aussi ce qu'on appelle un accompagnement technique. L'accompagnement technique, comment ça se fait? À travers donc les étudiants, supposons par exemple les entreprises privées, etc. Ces porteurs de projets aussi, nous leur accompagnons. Comme aussi nous n'avons pas un institut financier qui puisse au moins prendre certaines choses en charge, l'idée nous est venue de dire que, voilà, comme l'adage qui dit, donc nous beaucoup D'abord, l'idéal c'est d'abord implorer ce qu'on appelle la solidarité et la complémentarité. Et dans ce sens, la complémentarité va s'appuyer sur la formation, l'accompagnement technique, mais également surtout trouver des partenaires qui puissent au moins nous accompagner dans cette lancée. Et lorsque nous l'avions eu, on s'est dit que sur la base d'une convention de partenariat, il va falloir, supposons les intrants qui coûtent très cher actuellement, que ces intrants donc puissent au moins diminuer à bon prix. Et là, nous intervenons dans ce sens pour dire que si le produit coûte 40 000, supposons, on fait en sorte que ça soit 36 000 ou bien 38 000. Pour vos membres? Pas pour nos membres, pour que ça soit beaucoup plus accessible. Autre chose, c'est de trouver des terrains et prendre ces stagiaires parce que vous savez que dans les universités, le problème qui se pose là-bas, c'est la pratique. Ils n'utilisent que la théorie. Alors que la théorie aussi ne donne pas grande chose. Même c'est comme la médecine. L'agriculture, c'est comme la médecine. Si vous faites la théorie et vous vous limitez, vous êtes trop limité même. Et là, dans ce cas, l'agriculture aussi, si vous faites la théorie, là, vous êtes très limité. On a pensé donc de mettre des terres à notre disposition pour faire ce qu'on appelle la pratique. Maintenant, cette fois-ci, c'est la pratique qui domine plus que la théorie.
Parce que les pourparlers, comme on a l'habitude de le dire, si vous dites que nous pouvons développer ce pays, nangam, nangam, etc., et que vous ne mettez pas en tout cas les choses qu'il faut pour y en arriver, j'espère que ça va poser toujours un problème. Et c'est par ces leviers que vous incitez aussi les jeunes à intégrer la filière agricole. Hein. Exactement. Et déjà, c'est un projet. C'est un projet comme vous l'entendez, le plan REVA à l'époque de Maître Wade. C'est aussi un projet comme vous l'entendez, PRODAC. Là aussi, c'est un projet dénommé maraîchage au Sénégal. Donc, c'est un contenu sur lequel on a pensé et on a beaucoup réfléchi à travers des experts, des Indiens, ainsi de suite, pour en tout cas dire que si toutefois qu'on applique ce chemin-là, j'espère qu'on va parvenir donc en tout cas à un accroissement, à un développement ou bien à un changement, surtout du secteur agricole. Et ces difficultés-là ne vont plus encore se répéter dans l'aventure. Hassan, vous êtes tenté par l'agriculture à la suite de ces explications-là? J'entends en tout cas de plus en plus parler d'agrobusiness. Il y a les jeunes qui s'orientent de plus en plus vers ce secteur qui était réservé de manière injuste à nos parents et nos grands-parents. Je pense d'ailleurs que c'est un écart de langage de parler d'agrobusiness parce que l'agriculture a toujours été une activité économique, de mon point de vue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le maraîchage en particulier nourrit son homme? Oui. Et vous savez, ça nourrit son nom dans une certaine mesure parce qu'il y a d'énormes problèmes qui se posent. Et déjà, le problème de financement, en tout cas, en est capital. Parce que tout simplement, on ne peut pas, en tout cas, réussir un projet sans avoir, en tout cas, un coût financier. Et ce problème de financement toujours se répète, malgré les efforts que l'État a mis, en tout cas, à notre disposition. Mais c'est parce que tout simplement aussi, que ce maraîchage, il y a des réalités vraiment non dites. Et parfois, par exemple, on vient sur le terrain, on n'étudie pas, en tout cas, les faisabilités de ce projet. Et à un moment donné, ce projet donc tombe en faillite. C'est beaucoup d'exemples. C'est l'exemple de beaucoup de projets vraiment que l'État a mis en place. Et on ne dirait pas que 100% c'est échec, mais vous verrez qu'à 40%, c'est de l'échec. Pour la question, c'est pourquoi jusque-là, nous ne parvenons pas, en tout cas, à réaliser ce rêve. Malgré tous les programmes étatiques depuis 1960. C'est parce que tout simplement, on n'a pas touché le noyau véritable. C'est la rencontre des véritables acteurs. L'adage qui dit les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Ok. Alors, je pense que son parcours mériterait bien voilà, un petit livre. Un petit livre. Hein? Voilà, en tout cas, au parcours très inspirant. Absolument. J'imagine que ça n'a pas été vraiment facile pour vous. Oui. Alors, quel est votre secret? Voilà. Mon secret est, d'abord, le Sénégal est un pays pratiquement dont la quasi-totalité est jeune. Alors, si nous, en tant qu'acteurs de développement, que nous nous contournons vers, comme l'actuelle situation qui se passe, l'immigration extra, je pense que là, c'est à nous de donner un exemple. Et cet exemple-là serait juste que, au moins, montrer quelque chose que les gens puissent suivre. Et nous sommes dans cette voie-là et qui a permis, en tout cas, beaucoup de personnes nous ont rejoints. Et là, les stratégies que j'ai utilisées pour convaincre ces gens-là, c'est les stratégies que d'autres personnes ont utilisées. Mais ce qui manquait, c'est d'abord être un homme qui est juste. Vous comprenez? Honnête, parce que c'est très important, l'honnêteté. Et aussi avoir un objectif très clair, une vision nette, surtout sur certaines choses. Et quand vous avez une vision nette, il n'y a pas de tâtonnement, vous allez directement au but. Et c'est ce qui a, en tout cas, c'est ce qui, beaucoup de choses de ces éléments qu'on a travaillé sur moi et qui m'a permis, en tout cas, d'aller plus loin. Et là, je pense que d'ici là, 1 an ou 2 ans, on va nous voir dans une autre sphère et nous le pensons gratuitement. Et déjà, c'est ce qui a fait que même le président de la République est conscient donc, de cette organisation. Malgré les efforts qu'il a voulu faire, il a été freiné même par ses ministres. Est-ce que vous vous imaginez? Alors que je pense que ces ministres-là sont là donc, pour le peuple. Donc, si à l'époque, on les appelait des vizirs, les vizirs, c'est ce qui représentait d'ailleurs le peuple, en quelque sorte. Donc, ça, vous souhaiterez plus d'écoute de la part des autorités? Exactement. Ce n'est pas parce que nous vantons je comprends. De l'expertise. Plus de souplesse dans les démarches administratives. Exactement. Donc, c'est juste des propositions. Mais des propositions qui peuvent être acceptées. Bon, voir exactement si cela puisse au moins avoir un impact sur l'économie, c'est très important. Mais aussi avoir le sens de l'écoute
surtout à votre jeunesse, c'est très important. Parce que si toutefois vous minimisez votre jeunesse, il y a trop de risques. Donc ils disent que voilà, même le chef de l'État ne nous écoute pas, donc on va prendre d'autres chemins. C'est ce qui a amené en tout cas beaucoup de chemins que les jeunes là utilisent et que vraiment ce n'est pas le bon choix. Ok. Alors parlons maintenant du prétexte de votre venue sur ce plateau, le Salon des maraîchers, hein, voilà, qui porte votre signature. Ce salon-là, son slogan, c'est une agriculture saine, inclusive, et qui freinerait l'immigration clandestine. Comment comptez-vous relever ce défi-là? Et quand vous parlez d'agriculture saine, là, vous faites référence à l'agriculture bio. À plus de bio dans notre agriculture. Mais est-ce que les agriculteurs sont prêts à faire ce choix-là? Parce que beaucoup hésitent à le faire. Parce qu'ils préfèrent les grands rendements au détriment de la qualité, souvent, malheureusement. C'est le cas. Voilà. Là, à ce niveau aussi, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été faites. Parce que d'abord, il a fallu d'être en contact avec les acteurs, les sensibiliser de moins d'utilisation des produits toxiques, parce que cela a eu des répercussions sur notre état de santé. Bien sûr. La preuve, vous avez vu que la quasi-totalité de la population est malade. Pourquoi? Parce les maladies non transmissibles. Exactement. Cela est dû donc à un mauvais régime alimentaire. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que l'on peut consommer du matin au soir et qui ne revient pas de la nature. Du matin au soir, je dis, pour tous les 3 heures de repas. Alors, si toutefois que ce qui provient de la nature n'est pas protégé, n'est pas bien entretenu, cela aura des conséquences sur notre état de santé. C'est pourquoi nous préconisons une agriculture donc saine et biologique. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là que nous le disons. Mais autre chose aussi, reste à savoir, c'est ce qu'on appelle la création d'emplois. Parce que l'agriculture perçoit, en tout cas, c'est un secteur d'activité qui peut prendre beaucoup d'emplois. Donc, il est beaucoup plutôt donc, un peu marginalisé. Et cette marginalisation a un peu répercuté sur ce qu'on appelle cette immigration clandestine. Parce que si vous vous référez qu'il y a cette mévente-là qui a causé beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont laissé et qui ont en tout cas des dettes à travers les banques. Ils n'ont pas eu de choix. Ils ont parcouru à faire donc des commerces ou bien donc à prendre ce qu'on appelle la clandestinité. Est-ce que vous comprenez? Et là, dans ce cas, nous, en tant que des acteurs, on a sensibilisé dans ce sens et voir qu'à travers ce salon, le thème qu'on a évoqué, il y aura en tout cas des personnes qui ont l'expérience vraiment donc de pouvoir nous apporter quelque chose. Et sur la base, à la sortie de ce salon, nous pouvons au moins présenter un document qui est fiable et qui sera en tout cas une solution pour nous. Merci beaucoup, M. Sene, pour cette brillante première partie. Et puis dans la deuxième, on reviendra sur le programme de ce salon, le salon donc des maraîchers du Sénégal. Et je crois que votre parcours quand même peut inspirer plus d'un. Et cela démontre qu'il est possible pour tout jeune véritablement qui le voudrait de s'engager dans l'agriculture, d'y réussir ou bien même d'y avoir des ambitions au plan même national. Parce que ce que vous dites là, c'est tellement pertinent. Et je crois que les décideurs ont fini de prendre bonne note. Et j'en profite pour dire merci et bonjour, surtout à notre sergent recruteur du côté de Kaolack, Luko Ndiaye, que je surnomme affectueusement voilà, l'arrogant. Il saura. Luko de la RTS Kaolack. Voilà. C'est ça. Merci. Merci à lui. Merci également à notre invité. Comme tu l'as dit dans la deuxième partie, nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects de son activité. On a parlé des jeunes, mais il y a aussi les femmes qui s'activent de plus en plus dans l'agriculture, beaucoup plus dans la transformation. Administration avec Hassan Sine. Hassan qui nous parle d'abord. Je rappelle que la semaine dernière, tu étais justement à New York où tu assistais justement au Sénégal Digital Day et tu reviens sur cet événement qui s'est tenu le 23 janvier à Columbia University à New York. Un événement inédit, c'était la première fois donc que Sénégal Numérique avec ses partenaires initie une telle activité. L'objectif était clair, parler aux investisseurs, les intéresser pour qu'ils viennent en tout cas accompagner le développement de l'écosystème numérique du Sénégal, mais aussi convaincre les nombreux talents de la diaspora sénégalaise à revenir au pays, en tout cas pour développer des initiatives dans le domaine des technologies. Et pour une première, il faut le dire, c'était vraiment un succès. Et je vous laisse écouter
un des en tout cas, participants, Oui. et qui n'est pas n'importe quel participant, parce qu'il s'agit de Tanya Sutherland. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était la directrice résidente de MCC, Millennium Challenge Corporation au Sénégal pendant 3 ans. Et donc, actuellement, elle travaille avec une grande structure qui s'appelle Mastercard. Et elle nous parle de ses impressions par rapport à cette activité et par rapport au développement des technologies numériques au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Je m'appelle Tanya Sutherland, je suis conseiller juridique avec le Mastercard, mais avant ça, j'étais avec le gouvernement américain en tant que représentante résidente du MCC, Millennium Challenge Corporation à Dakar. J'étais passée là-bas de 2010 à 2013 et j'accompagne le développement au Sénégal depuis 30 ans déjà. Et je pensais que la journée était excellente. La qualité des présentateurs, l'organisation par les APIX, le Sénégal numérique, les questions et les sujets sur lesquels on s'est penché, c'était vraiment nécessaire, c'était pertinent. On parlait de toutes les technologies émergentes, l'infrastructure nécessaire afin de soutenir l'adoption des technologies émergentes, les opportunités, les risques, tout ce qui est sur le sujet et qui l'entoure. Nous avons discuté en profondeur. On a fait aussi un peu de réseau, de networking. Et je suis très optimiste du futur du secteur au Sénégal et aussi au niveau de partenariat et tout ce qu'on peut faire ensemble pour vraiment déclencher le pouvoir de technologie pour la voie de développement. Il y a vraiment des étapes d'avance en technologie en général, de façon globale, mondiale, qui m'intéresse énormément. Et nous avons vu avec la pandémie que vraiment on a sauté sur ce concept d'économie digitale. Mais il y a des gens qui risquent d'être derrière. Et donc, ce que je souhaite pour le Sénégal, qu'on est bien équipé, et ce qui m'a soulagé et m'a rendu confort, le fait qu'on a les technologistes, on a les gens dans le gouvernement, on a les participants du secteur privé qui sont tout prêts à collaborer ensemble afin d'effectuer du progrès, disons, pour que tout le monde puisse participer dans l'économie digitale. Et Hassan, les jeunes ingénieurs de la diaspora aussi étaient de la partie. Oui, ils sont sénégalais. Pour certains, ils ont fait leurs études aux États-Unis, ou en tout cas, ils ont poursuivi leurs études aux États-Unis dans le domaine, dans le vaste domaine de l'informatique, comme par exemple cet ingénieur en cybersécurité ou encore celui-là qui est dans l'entrepreneuriat numérique. Je vous propose de les écouter. Il s'appelle Abdoulaye Diop et Cheikh Matili. Je suis ingénieur en sécurité informatique. Voilà. Aujourd'hui, on a eu la chance de participer au Sénégal numérique, vraiment qui est une chance pour nous les jeunes d'entreprendre et aussi nous les jeunes qui sont ici au diaspora d'être un pont par rapport ici et au Sénégalais, quoi. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé à aussi connaître les gens qui sont dans notre propre milieu. Je suis jeune entrepreneur, cofondateur de YITech, qui veut dire Yité en Wolof, et Tech, on a ajouté le mot Tech pour vraiment montrer notre dynamique à changer les choses au Sénégal. Donc on a une vision qui est basée sur la technologie et pour pouvoir changer les choses au Sénégal et amener un développement durable. Donc notre premier objectif en tant que jeune, on a fait une réflexion et on a trouvé qu'on voulait vraiment participer au développement de notre pays. Et comment faire, on a décidé franchement de créer une structure, une plateforme qui pourra aider les agriculteurs au Sénégal. Et d'abord l'informatiser, on a créé un website
et aussi pouvoir digitaliser et donner l'accès à ceux qui n'ont plus, qui sont dans le secteur informel, et les aider, les accompagner aussi, les sensibiliser. Et Hassan, ce qu'on a vu et entendu, ce sont ces jeunes ingénieurs de la diaspora, certes, mais qui ont proposé des solutions tech, bien entendu, dans le secteur de l'agriculture, n'est-ce pas? Dans beaucoup de secteurs, dont donc l'agriculture. En Ça tombe bien oui. avec notre Ça tombe invité bien. qui est là. Et c'est pour dire que vraiment les idées sont là et elles ne demandent qu'à être exploitées pour le bien-être, pour le développement. Et donc c'est ce que propose YITEC. YITEC, c'est sa solution et c'est une solution aussi qu'il compte implémenter non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région pour beaucoup plus de rendement dans l'agriculture, l'agrobusiness. C'est ça, M. Sen. Oui, on parle de modernisation de l'agriculture aussi. Bien sûr, avec la nouvelle technologie. Déjà, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des systèmes d'irrigation automatisés, déjà, parce qu'à travers le téléphone, on peut bel et bien donc arroser. Donc, c'est juste une programmation qui se fait et j'espère que le secteur agrotique joue un rôle très crucial dans ce sens. Autre chose aussi, au début, par exemple, ce qu'on appelle le plan d'effet que vous faisiez, parfois vous avez tendance à énumérer, avoir un cahier de charge, à écrire, par exemple, sortie, entrant, etc., pour au moins une façon que là, maintenant, vous devez quitter cette phase-là maintenant pour aller dans d'autres parties, c'est-à-dire tout soit au moins numérisé. Est-ce que vous comprenez un peu? Autre chose aussi, à savoir que là, avec l'utilisation des drones, on peut faire ce qu'on appelle le traitement phytosanitaire, bien sûr, au lieu de maintenant d'utiliser la force musculaire toujours, donc à faire le pompage pour au moins donc, faire le traitement sur 1 hectare ou bien 2 hectares ou voire plus. Et là, ça demande en tout cas des efforts physiques très difficiles. Et j'espère qu'à travers l'utilisation de cette nouvelle technologie, ça pouvait en tout cas apporter un apport très important, en tout cas à travers ce secteur d'activité. C'est important, c'en est tout. Oui, c'est un échantillon parmi ce qu'on a pu trouver, en tout cas lors de ces journées, qui était vraiment une rencontre de réseautage, mettre en rapport des investisseurs, des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés ou en tout cas porteurs de solutions, et le secteur privé qui était représenté aussi, l'État du Sénégal avec Sénégal Numérique qui est l'initiateur, mais aussi l'APIX et Petrosen. D'ailleurs, on va y revenir peut-être la semaine prochaine. Le directeur général de Petrosen a fait une communication très importante sur tout ce qui est pétrole et gaz, avec toutes les perspectives que l'on connaît ici au Sénégal et comment le numérique peut être vraiment un atout par rapport à ce secteur en évolution ici au Sénégal. C'est ça. Merci beaucoup Hassan pour ta chronique et administration d'aujourd'hui. Alors, le reste de notre temps, 5 minutes. Voilà, donc on va les accorder à les 5 minutes à notre invité, M. Sen, qui est là pour nous parler donc du salon des maraîchers dont il est l'initiateur. Nous ne sommes pas revenus voilà, sur le contenu, donc le déroulé, le programme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur tout cela? Voilà. Bien avant ça, il convient de préciser donc, ce qui a constitué en tout cas cette FECOMAS. Donc, vous savez très rapidement qu'il y a ce qu'on appelle des femmes transformatrices qui sont dans ce volet-là. Après, à savoir donc ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il y a également des constructeurs de serres, matériel agricole, etc. Donc, tous ces éléments sont à l'intérieur de FECOMAS. C'est-à-dire, si on a à trouver donc, dans l'agriculture, il ne s'agit pas donc d'aller ailleurs pour le trouver. Tout est fait dans cette structure-là. Maintenant, concernant le programme du salon, il y aura 3 panels. Donc, 3 panels. Donc, le premier panel, c'est sensibiliser le secteur agricole, comme vous le saviez. Donc, vous l'aviez déjà énuméré. Le panel 2, maintenant, c'est quelle perspective efficiente pour accompagner les jeunes entrepreneurs agronomes du pays comme pourvoyeurs d'emplois. Et le 3e panel sera tout simplement agriculture, un secteur d'opportunité d'insertion socio-économique, des zones, un levier indispensable pour se nourrir suffisamment. Cela revient à dire que la sécurité alimentaire est la mère de toutes les autres. Bien sûr. La mère des batailles. Voilà, exactement. Alors, le salon, c'est le 7 à Doutasek, 7 février. 7 février, donc à partir de 9h. Donc, il y aura, en tout cas, à part ces panels, il y aura pause café, mais également aussi, il y aura ce qu'on appelle
comment le dire, comment encore, les conventions, on va signer les conventions de partenariat entre trois grandes entreprises, à savoir la CGA, les Tropicasem, également aussi ce qu'on appelle le Coama Agro-Industrie. Voilà. Maintenant, sur ce base-là, nous demandons à tous les agriculteurs de bien vouloir donc nous rejoindre à Doutasek pour discuter en tout cas sur la question de ces 3 panels-là. Et j'espère que là, tout en sachant que nous allons faire, comment le dire, sortir le projet en tant que tel, voilà, pour que les autres puissent au moins comprendre qu'est-ce qui a motivé en tout cas la création de ce FECOMAS. Ok. En tout cas, merci beaucoup et bon retour sur Kaolack. Merci. Oui, mais avant, un petit mot quand même sur l'agriculture inclusive. Vous aidez les jeunes à intégrer le secteur, mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, les femmes qui s'activent aussi de plus en plus dans l'agriculture, peut-être beaucoup plus dans la transformation que dans la production. L'écueil, c'est peut-être l'accès au foncier. On en parle depuis très longtemps, mais quels sont les leviers qu'il faudrait peut-être mettre en place pour permettre un meilleur accès aux femmes aux terres? Voilà, très bien. Ce qui est en charge même ce volet-là, c'est Madame Kébé et encore Caroline Faye. Caroline Niang, autant pour moi. Ils jouent un rôle très important dans ce volet-là. Ils recrutent ces femmes-là pour les transformer, pour les former. Mais ce qui pose problème, c'est les matériels d'équipement à chaque fois, cet accompagnement. C'est ce qu'ils sollicitent le plus souvent. Parce que sans cet accompagnement technique, ils ne pourront pas, en tout cas, aller trop loin ou bien au moins réaliser les projets qui étaient envisagés. Et je pense que là, il va falloir donc que l'État puisse donc encore jeter un œil, en tout cas, sur ces femmes-là, et c'est très important. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Moustapha Sène d'avoir été avec nous. Merci Hassan. Merci Hadi. Merci à Lune. Merci également à l'ensemble des équipes en régie, à tous ceux qui nous suivaient depuis 6h30, particulièrement à notre ami et fidèle téléspectateur Mas. Il s'agit du gérant de l'hôtel Malango de Fatick. Clin d'œil à toute la population de Fatick, justement. Merci à tous. On se retrouve demain à la même heure, 6h30, pour un autre numéro de Kenkeliba. Et nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.